La manifestation du dimanche 29 novembre faisait partie d'une série de marches pour le climat prévues au niveau mondial depuis plus d'1 an. Elle était toujours appelée par plusieurs organisations, même après son interdiction. Pourquoi ? Parce que les mobilisations critiques de la COP21 sont nécessaires et importantes. Le véritable état d'urgence est climatique. Depuis 25 ans, les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, GIEC, alertent de conséquences dramatiques, l'accroissement de plus de 2 degrés de la température à l'échelle du globe. Et les 20 COP précédentes ont été inefficaces, avec leur cortège de résolutions hypocrites de la part des différents États. C'est pourquoi plusieurs milliers de personnes à Paris et des centaines de milliers partout dans le monde se sont retrouvés dimanche. Place de la République, l'événement s'est voulu inclusif et ouvert à toutes et à tous. Il a commencé dans un climat festif, mais petit à petit, des groupes de CRS ont commencé à bloquer chaque artère. Il n'y a pas eu de sommation audible de la part des forces de l'ordre. Je ne sais pas comment ça se passe, mais peu à peu les forces de l'ordre réduisent de plus en plus drastiquement l'espace qui nous est accordé. Je me trouve près de la statue commémoriale. En face de moi, un mur d'hommes en armure, immobiles, eux comme moi, face à face. D'autres sont assis à ma droite, par terre. D'un coup, ça brûle très fort les yeux, la gorge, ça arrache. Je perds complètement le sens de mon orientation. Je ne vois presque plus rien, je suis comme ivre. Vite, vite, s'éloigner, trouver un espace sauf. Je suis comme ivre et cherche dans mes poches à tâtons les tubes de sérum Phi pour apaiser mes yeux. 1, 2, 3, ça brûle encore. Je m'assois. Il me faut retrouver mes sens perdus. Je n'ai rien vu venir. Je n'ai pas compris que même dans l'immobilité cela pouvait surgir. Je n'avais pas compris. Peu à peu que notre espace s'est resserré, comme un serpent enserre sa proie, j'ai vu un homme assis par terre se prendre des coups de matraque alors que le mur de violence casquée s'avançait un peu plus. Des gens aux yeux tout rouges, brûlés, encore et toujours plus, à la recherche de citron et sérum Phi pour apaiser leur peine. Un homme dont le téléphone est tombé à terre pendant que le mur avance encore. Il veut le récupérer. Le CRS le menace de sa matraque et le tend à l'un de ses collègues à l'arrière. Ciao. Il ne nous reste maintenant plus beaucoup d'espace dans ce petit coin de place. On est bousculé de part et d'autre par les murs de casquets. Une trentaine de CRS, puis une centaine, nous ont bêtement encerclés, boucliers en avant, alors qu'aucune violence n'émanait de ce cortège. Une chaîne s'est alors créée, j'étais au 3e rang. Les CRS ont récupéré les protestataires un par un, méthodiquement, avec violence, pour remplir un premier bus, sous les huées des militants et d'une foule qui regardait impuissante ces abus. Une fois encerclés, on nous demande texto si on veut se rendre. Alors on se regarde, rigolard, se rendre ? Quelques personnes sortent de la nasse et sont interpellées derrière. À partir de là, tout le monde s'attrape les bras au son de « on sort tous ensemble ou on sort pas ». Peu après, les CRS donnent l'assaut et nous tirent les uns après les autres hors de la nasse, direction le camion prison. Et s'ils résistent un tant soit peu, les CRS les tabassent. Il y a un vieux bonhomme de plus de 70 ans, maigre, les cheveux blancs, qui se fait tabasser par des CRS parce qu'il reculait pas assez vite. Plus tard, il se retrouvera dans ma cellule, incapable de marcher. D'un coup, je mesure la violence policière. Il me soulève par les jambes, attrape mon copain de droite par les cheveux, on se lâche, on se fait prendre. Il me porte jusqu'au panier à salade. Et dès qu'il s'éloigne des caméras et des photographes, celui qui me tient les jambes, il me dit « Il n'y a plus de caméra, ferme ta gueule parce que sinon, moi, je vais te saigner comme un cochon. » Autant de CRS armés dans nos rues, avec tout leur attirail, les robots. C'est eux les casseurs, avec leur matraque et la force répressive qu'ils représentent. Le moteur s'emballe, on décolle à nouveau et pour de bon, le bus s'engage hors de la place. Sur le chemin, on cogne. Boum, boum, boum. Le plus fort qu'on peut sur les vitres. Nous sommes un bon nombre parqués dans quelques bus à attendre là, longtemps, très longtemps dans cette rue. Les camions alignés qui bloquent la rue, des CRS tout autour. Certains CRS, ça les fait rire quand tu les regardes depuis le bus.
On leur a dit quoi à ces gens-là? Qu'on allait donner une bonne fessée à ces petits jeunes qui se permettent d'ouvrir leur gueule sur des sujets sérieux quand on leur a dit que c'était le moment de fermer sa gueule et d'ouvrir le porte-monnaie? Ferme ta gueule et consomme. Ils ont besoin d'une fessée, les jeunes qui se permettent d'être à République un dimanche de manif interdite. Ça va les refroidir, tu vas voir. Alors voilà, on est là, on attend. La nuit est tombée. Ça te dirait une petite fouille de la mademoiselle, là? Tu sais que j'adorerais fouiller mademoiselle, moi. D'autant que ça commence à faire longtemps que... Eh oh là là, vous inquiétez pas, mademoiselle, il a pas le droit. Ce sera une femme qui s'occupera de vous. Mon collègue, il a pas le droit, il est un peu perturbé. Nous sommes 100 à être parqués ou stockés selon les termes utilisés par les policiers eux-mêmes, pendant plus de 2 heures, dans le froid, dans le parking semi-souterrain du poste de police. Ces gardes à vue n'auraient été légales que si elles avaient été notifiées moins de 4 heures après avoir commencé. Je suis un grand policier qui essaye de jouer la personne sympathique, même s'il ne m'inspire pas confiance. Il commence par me demander mon âge et me faire remarquer que je suis jeune. Puis, il tente de me faire parler politique, de me faire parler de la manif. Je lui réponds en souriant que je n'ai rien à déclarer. Il me dit qu'on est tous parano, qu'on n'est pas à Guantanamo, qu'ils ne sont pas nazis. La preuve, me dit-il, ils n'ont pas de brassard avec des croix gammées et ils ne sont pas au garde à vous. Nous sommes dans un bureau, une autre personne a été amenée, on nous fait enlever nos lacets et nos ceintures. Le policier continue à parler. Il dit qu'il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on est sous un gouvernement de gauche. Puis après, remarque que le peuple est plus malheureux sous la gauche que sous la droite. Je ne sais pas trop comment le policier arrive à parler du programme économique des nazis en disant que c'est un programme de gauche et que même les économistes disent que c'est le programme qui a le mieux marché. Il nous dit que ce n'est pas parce qu'il défend leur programme économique qu'il adhère à leur politique. Je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Bon, ça commence à faire beaucoup, là. Vous avez vos règles ou quoi, madame? Et puis, y a certains policiers qui prennent un malin plaisir à nous humilier, à nous dire que c'est bien fait pour nous si on est là, qu'on a commis un délit, qu'on a été violent, qu'on a profané le mémorial des victimes du 13 novembre. Ils l'ont vu à la télé, argument imparable, puisque tout le monde sait que la télé, c'est la vérité. Et ils nous disent d'ailleurs qu'on devrait même les remercier d'être si sympas, parce qu'en Iran ou en Chine, on ne traite pas les prisonniers comme ça. En gros, il faudrait qu'on les remercie de ne pas nous torturer. Vient mon tour. Non, je ne veux toujours pas parler. Moi, j'ai juste l'impression d'être là vraiment pour rien. D'être là parce que les temps sont absurdes. D'être là parce que ça craint pour la démocratie. D'être là car on est sur une corde raide et qu'il en faut de peu pour choisir entre réelle démocratie ou fascisme. Bon, bah, va falloir s'attendre à ce qu'on vienne chercher les papiers chez vous. Hein. On va faire une perquisition. Vous acceptez de faire les empreintes? Sinon, qu'est-ce que je risque? 15 000 € d'amende et 1 an de prison ferme. Bref, pas grand-chose. Alors, vous me suivez ou vous voulez faire la maline, là? Comme votre pote dans la cellule d'à côté, le mongolien bobo de base. On s'est retrouvés tout enfermés. Enfin, avec une vingtaine de filles, on était enfermés donc, dans une cellule, dans la même cellule. Ils ont demandé si on souhaitait appeler ou pas un proche ou faire appel à un avocat ou à un médecin. Et ils nous ont conseillé de ne pas le faire parce que sinon, ça durerait plus longtemps et on sortirait moins rapidement. Alors, comme moi et comme beaucoup, on a refusé. Donc, finalement, arrivé vers minuit, ils commençaient à nous dire qu'on serait transféré vers un deuxième commissariat. Donc là, je comprends que ça ne durerait pas que 4 heures finalement. Donc je leur demande d'appeler un proche ou d'appeler un avocat, ce qui sont les droits des détenus de garde à vue en théorie. Et on peut y revenir à tout moment sur nos droits. Et ils n'ont jamais voulu, pas une seule seconde, ils ont voulu. Donc là, on est 6 dans une cellule minuscule, avec un simple banc en béton, et puis 2 petits matelas tout petits, tout déchirés, et puis très sales. Et on s'allonge tour à tour, parce qu'il n'y a pas la place pour que tout le monde soit allongé dans la cellule. Et puis, on nous fait mariner, les policiers nous disent qu'on va rester là 24 heures,
Puis certains sont convoqués, on leur dit qu'ils vont rester entre 48 jusqu'à 100 heures. C'est simplement pour faire monter la pression en fait et jouer avec nos nerfs. Une personne pareil avec qui j'avais été, je voyais elle était en menottes et s'amusait à lui tordre les poignets quoi, volontairement. Ensuite, avant d'être mise dans une cellule, il y a une policière qui m'a dit « Attention, hein, il y a la gale et le sida dans la cellule. Hein. » J'étais très choquée, quoi. Je lui ai dit « Même ça vous sert à quoi de dire ça ?» D'une part, c'est absurde, quoi, mais ça vous sert à quoi? Si ce n'est de vous démonter, quoi. Hein. Vous voyez un petit peu, de vous casser psychologiquement, de vous... Mais moi, je ne connaissais pas tout ça. Hein. Non, franchement, c'est eux, ils ont été violents. Et ça a été d'une violence que j'ai jamais vue et que j'ai jamais envie de revoir. Mais il est vrai que ça a été tellement fort que on a franchement cette peur de se dire qu'ils peuvent nous arrêter à tout moment, quoi. Que tout est autorisé. Alors raconte-nous ce que t'as fait. Hein? Il se passe quoi dans ta tête en fait? Je comprends pas. Tu comprends pas quoi? Je te demande pourquoi t'as saccagé les hommages aux victimes des attentats. Non mais vraiment, je comprends pas de quoi. Mais t'étais à République ou t'étais pas à République? Quelle belle mentalité de merde vous avez. Hein. Franchement, t'es fière de toi? Bravo. Bon, bah tu vas me retirer tes chaussures et tes lacets. En fait, tu vas tout retirer. Comment ça? Bah tu te déshabilles entièrement. Allez. C'est bon? Accroupi. Tourne-toi. Tu écartes les fesses et tu tousses. Bah t'attends quoi là? Vas-y, rhabille-toi. Bon, et en partant, tu nous laisseras tout, ton soutien-gorge et ton écharpe. C'est lors du transfert entre le commissariat de la rue de l'Évangile et le commissariat du 9e arrondissement où j'ai terminé avec 5 camarades ma garde à vue que s'est passé l'événement que je vais vous raconter. On a quitté à 3 camarades la rue de l'Évangile dans un monospace de police à bord duquel se trouvaient 4 flics et nous 3. Donc on a quitté la rue de l'Évangile, toute sirène hurlante, voilà, pied au plancher. On était un peu désorientés et sur le chemin, on a fait un arrêt dans un endroit que je n'ai pas reconnu. Donc lorsque le véhicule s'est arrêté, la porte coulissante à droite du véhicule s'est ouverte et là on a découvert 3 policiers, un gradé visiblement en chemise blanche et 2 plantons en blouson bleu. Le gradé avait en bandoulière un petit fusil mitrailleur, un gros pistolet automatique, qu'il a pointé dans la bouche du camarade qui se trouvait directement à côté de la porte coulissante, c'est-à-dire assis à droite. Il a donc pointé vers la bouche, à 5-10 cm de la bouche du camarade, le fusil mitrailleur. Et là, il lui a lancé « Alors, t'as peur, ça te fait peur ?» Bon, on était surpris, personne n'a moufté. T'as peur? T'as pas de raison d'avoir peur. C'est pas une arme dangereuse, ça, tu sais. Non, 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 t'as rien à craindre. Les AK-47, ça, c'est dangereux. Mais ça, c'est vraiment du matos de merde. Ah, mais tout ça va bientôt changer, hein, grâce à votre président Hollande, là, grâce à vous. Bientôt, on aura du nouveau matos. Et là, je te prie de croire que ça va défourailler. Hein. Bravo, autorité! Ici! Stop! Charlie, prêt!
Alors, la police, en France comme dans tous les pays, a une mission qui est à la fois d'ordre public et de sécurité publique. D'ordre public donc par rapport à des manifestations, des événements, de sécurité publique par rapport à la criminalité, la délinquance. C'est ce qui, bien sûr, légitime l'existence de police dans un État. Et il y a quelque chose qui est toujours en discussion chez les sociologues de la police et les criminologues, c'est est-ce que la police est le bras armé de l'État, autrement dit, est-ce qu'elle obéit à ce que le gouvernement lui demande de faire, ou est-ce qu'elle est un État dans l'État, autrement dit, est-ce que son pouvoir discrétionnaire lui permet de faire ce qu'elle veut? En réalité, dans les moments d'orientation répressive des politiques, les deux fonctionnent parfaitement ensemble. C'est-à-dire que plus le gouvernement attend de sa police qu'elle ait une action répressive, fonde leur légitimité sur la question de l'ordre, et plus le pouvoir discrétionnaire des policiers lui permet, paradoxalement, de remplir cette fonction attendue par l'État. Un sociologue parlait de chèque en gris qui est donné aux policiers. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait un chèque en blanc, c'est-à-dire qu'on ne leur dit pas faites ce que vous voulez, mais on leur dit il y a des choses à faire utilisez les moyens qui vous paraissent les meilleurs sur le terrain. Et donc, comme en plus les policiers ont d'une part relativement peu de supervision, sont très autonomes sur le terrain dans leur travail de patrouille, deuxièmement, sont rarement sanctionnés pour les abus qu'ils peuvent avoir dans leur exercice, et du reste, lorsqu'ils se produisent, sont très souvent défendus par leurs collègues, y compris par des faux témoignages. À chaque fois qu'on se rend compte que la police excède les limites de la loi, au lieu de rappeler la police au droit, on modifie la loi pour qu'elle s'adapte à ces pratiques de police. Et c'est à la fois donner plus de pouvoir à la police et retirer de leurs prérogatives aux juges. Mongols, connards de gauchistes, débiles qui ne comprennent rien à la vie, terroristes. Si vous avez fait ça, vous êtes vraiment des putains d'enculés. Moi, je ne veux pas donner mon ADN, parce que je suis pas sûre que c'est obligatoire, en fait. Donc au début, je refuse, puis les flics me mettent la pression, en me disant que ce que je risque, si je persiste dans mon refus, c'est 6 mois de prison ferme. Donc je sais pas si c'est vrai, j'aimerais bien parler à un avocat, alors je demande à parler à un avocat. On me répond que non, c'est trop tard, t'avais qu'à le demander au début de ta garde à vue. Et c'est maintenant ou jamais, si tu refuses, tu refuses, tu reviendras pas en arrière. Je crois que c'est ce qui m'a fait le plus mal dans cette garde à vue, c'est de donner mon ADN. Franchement, avoir froid, être entassé dans une cellule pendant 24 heures, se faire insulter ou humilier par les policiers, ça m'a pas fait grand-chose, quoi. Il suffit de se dire que dans la tête, on est plus haut que ça. Mais donner mon ADN, ça veut dire t'es fiché, maintenant on te connaît, et on peut te retrouver avec ce qui te définit exactement, ton ADN. Et l'officier de police judiciaire qui m'explique que voilà, c'est pour mon bien, pour la sécurité de tout le monde. En cas de crime, tu pourras être disculpé. Enfin, je me demande, comment on peut dire ça, les yeux dans les yeux à quelqu'un, sérieusement? Déposer le premier doigt là. Non, là, ici, là. Ouais, là, ouais. Ah là, tout ça pour ça. Mais c'est quoi votre problème là, avec la COP21 là? J'arrive pas à comprendre. Moi. Je suis sûr que tu sais même pas pourquoi tu étais là, toi. Et ta copine de cellule, là, qu'est-ce qu'elle fout, elle? Je ne la connais pas. C'est ça. Bon, tu sais, tout ce que tu me diras pas maintenant, les collègues, ils vont te le demander dans 1 heure, hein? Tenez, vous devez avoir faim, servez-vous, là. Bon, je vous pose même pas la question, j'imagine que vous avez aucun lien avec Daesh. Oui, non, forcément, c'est un peu ridicule. Et tu veux faire quoi dans la vie? Ah, bah ça, fallait y penser avant, hein, parce que maintenant, avec ta fiche S, tu vas bien galérer, hein, fallait réfléchir avant de faire des conneries. Mais non, vous n'aurez pas de fiche S, ma pauvre. Vous savez, ici, on n'est pas habitué à avoir des gens diplômés. Hein. Bon, c'est vrai que je t'imagine pas piétiner des bougies hein, ou des fleurs en dommage aux victimes. Là, je te vois mal balancer les pierres, mais
On ne sait jamais avec vous. Putain, mais c'est hallucinant. Quand même, vous savez même pas ce que ça... Moi, j'y étais à Saint-Denis, d'accord, la boucherie humaine. Donc là, vous êtes là à faire des manifestations, là, vous vous rendez compte de rien. Vous êtes sur un nuage. Qu'est-ce que tu aurais fait, hein, si un terroriste, il était venu tirer sur vous? Qu'est-ce que... Hein? Et vous êtes d'extrême gauche? Non, enfin, c'est pas un crime, hein. Bon, dans 1 heure, je vous fais sortir. Promis. C'est fini pour vous. L'histoire de la police française, elle n'a pas commencé le 29 novembre. Elle a commencé il y a des centaines d'années. Je veux dire, quand on sait que, je veux dire, voilà, moi je vais prendre un truc tout clair, c'est-à-dire beaucoup de lycéens aujourd'hui qui ont manifesté, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'aperçoivent que la police elle est violente et tout, mais la police elle a une histoire française. Hein, je vais pas partir dans des trucs genre 1900, 1800 et tout. À partir de 1945. 1945, la police elle est responsable de la déportation de plus de 25 000 juifs. 1962, il y a Charonne. Il y a quand même 8 manifestants d'extrême gauche communiste qui trouvent la mort parce qu'ils manifestent contre l'OAS. Ils trouvent la mort dans une bouche de métro et tout, ça c'est une histoire. Le 17 octobre 61, tu as des centaines d'Algériens qui sont assassinés par la police lors d'une manifestation à Paris. Dans les années 70-80, par exemple en 1973, il y a ce qu'on a appelé nous, dans les quartiers populaires, l'été meurtrier. Pendant 3 mois, t'as pas eu que des policiers, mais il y avait des bobos et tout, des policiers qui tuaient, qui organisaient des ratonnades. Dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui, et je fais des raccourcis exprès, mais je veux dire, voilà, c'est l'histoire de la police française. Depuis les années 80 à aujourd'hui, il y a eu plus de 300 victimes dans nos quartiers qui ont été tuées par la police. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas que la police française était violente. C'est une culture de la police française. C'est son histoire. De la même manière que l'extrême gauche a une histoire, de la même manière que les quartiers populaires ont une histoire, de la même manière que la droite a une histoire. La police a son histoire. Et la police en France, son histoire, elle est tachée de sang. Le message qui est envoyé, c'est on vous laisse 1 heure et après on vous dégage par la force. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé. Nuages de lacrymogènes, attaques, grenades de désencerclement qui blessent des gens. Regardons les images. Réellement, si on veut s'y intéresser et analyser, décrypter la situation, on voit des personnes qui essayent de résister à un interdit, qui se réunissent quand même sur une place avec des cantines, avec des messages et des prises de parole. Et en face, il y a une armada qui en fait n'incarne rien d'autre que la guerre. En tout cas, oui, il y a effectivement des gens qui ont saisi des bougies au sol pour se défendre et résister en fait à ce qui était pour le coup une violence, quoi, une violence de l'État, quoi. Et à un moment donné, voilà, on est aussi en colère, on a le droit d'être en colère. Voilà, je veux dire, il y a un moment où on peut plus supporter d'être oppressé, on ne peut plus supporter que d'autres soient oppressés. Qu'est-ce qu'on commémore ? Le deuil de la République ou le deuil des gens qui sont morts, quoi. Il y a derrière des gestes qui sont parfois inconscients. Je ne dis pas que les gens qui ont apporté leur bougie là font des choses dans une démarche consciente, mais je dis que ça participe en fait d'une récupération de l'émotion aussi. En relisant les assignations à résidence, en relisant ce qu'on leur reprochait, bon, c'était surtout important de dire qu'on assignait à résidence des opposants politiques. Des gens on les assigne pas à résidence parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, parce qu'ils ont des actes préparatoires ou un commencement d'exécution par rapport à quelque chose d'illégal. On leur reproche même pas une illégalité. C'était important pour moi de les qualifier à ce moment-là d'opposants politiques et qu'on arrête de dire assigné à résidence militant, qu'on opposerait d'ailleurs, je sais pas pourquoi, à des assignés à résidence qui ne sont pas des militants, c'est des opposants politiques qu'on assigne à résidence. Il y a quelque chose dont on n'a pas énormément parlé à l'audience aujourd'hui et qui m'inquiète beaucoup, c'est la production de notes blanches pour justifier des assignations à résidence, c'est-à-dire les notes des renseignements généraux, enfin on n'appelle plus renseignements généraux, mais des services de renseignement, donc des preuves rédigées par des gens payés par le ministère de l'Intérieur pour venir au soutien de la position du ministère de l'Intérieur, donc une preuve faite à soi-même.
et sur laquelle il y a écrit des choses qu'on ne peut pas contester, enfin, où on peine à... Quand une note vous présente comme un leader de l'ultra-gauche radicale, comment prouver qu'on ne l'est pas c'est très angoissant, ça, d'avoir ça en face. Et ça pourrait être sur vous, ça pourrait être sur n'importe qui. Hop, quelqu'un a dit quelque chose sur vous et on le prend pour argent comptant. Impossible de contester ce qui est écrit dedans. Voilà, ils ont le pouvoir de faire ça. D'ailleurs, sur la première note blanche qu'on nous a produite, on expliquait, cette note blanche disait, voilà, tel individu a fait ça, 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 ça. Il devrait être actif pendant la COP21 et donc sa mise en assignation surveillée et recommandée. Et c'est bien les services de renseignement qui ont demandé l'assignation à résidence, qui l'ont obtenue. Et voilà, c'est angoissant, quoi. Le droit pénal classique fait la différence entre les actes préparatoires, qui eux ne sont clairement pas sujets à poursuite pénale, et le commencement d'exécution, où là on est dans la tentative. Et la tentative est punissable. Mais il faut bien faire une différence à partir de quand est-ce qu'on est dans les actes préparatoires et à partir de quand on est dans le commencement d'exécution. On peut peut-être imaginer dans quelques années avoir des algorithmes dans les ordinateurs du ministère de la Défense qui, on va rentrer le passé de quelqu'un, quelques informations personnelles, et puis on va essayer de prédire le passage à l'acte, en fait, ce qui a toujours été une aberration pénale, quoi. On a entendu ce matin à la radio le Premier ministre dire ce ne sont pas des militants écologistes. Bon. Est-ce que c'est lui qui doit dire ce que c'est qu'un militant écologiste? Est-ce que c'est lui qui délivre le brevet de militant écologiste ou pas? Qu'est-ce que c'est pour lui qu'un écologiste? Est-ce que c'est quelqu'un qui va repeindre un mur en verre ou une usine en verre et qui aura son brevet de greenwashing et qui va abonder dans le sens du gouvernement à chaque fois qu'il y aura une petite réformette dans ce sens-là? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui par son écologisme, va finir par remettre complètement en question le fondement de la société capitaliste et industrielle, c'est-à-dire la présence même de l'usine et de tout ce qu'elle a induit dans notre monde. Où est la limite, selon lui, entre ces deux écolos-là, quoi? Pourquoi il y en aurait un écolo et pas l'autre? En fait, je pense que c'est le propre des gouvernements pour exister, de se désigner des ennemis et de les combattre, quoi. Et là, c'est juste encore une échelle de plus à ce qui est en train de se passer, quoi, que de désigner de nouveaux ennemis, de les montrer, de les diaboliser et de s'abattre sur eux. Il y a 2 jours, je suis arrivée à Paris et du coup j'allais prendre le métro pour aller rejoindre des amis et je suis à peine arrivée dans la station de métro, j'ai vu 2 ou 3 personnes qui se faisaient arrêter par un flic. Et en quelques minutes, on s'est retrouvés à 7 à se faire arrêter, donc c'était un contrôle d'identité. On a tous donné nos cartes d'identité. Le flic a appelé des renforts, donc ils étaient au final une quinzaine de flics dans la station de métro. Ils ont dit au commissariat, vous avez un fichier qui indique que vous faites partie d'un mouvement altermondialiste. Ils avaient les consignes, ils n'avaient rien à nous reprocher, donc ils ne pouvaient pas nous mettre en garde à vue, mais qu'ils avaient les consignes dans nos de l'office de la ministre de l'Intérieur, il doit nous garder en rétention administrative. Quand ils m'ont envoyé au CRA, c'était sous prétexte de me renvoyer en Belgique. Ils ont dit que j'avais pas de domicile alors que j'ai un domicile en France, j'ai un bail, je paye un loyer, je suis inscrite au consulat général de Belgique à Marseille. Donc je suis hyper régulière. Et comme ils ne pouvaient pas me mettre en garde à vue, vu qu'il n'y avait aucun chef d'inculpation, il n'y avait aucune charge contre moi, vu que je n'ai rien fait, j'ai rien fait. Du coup, ils ont trouvé cette idée de nous traiter comme des clandestins, des immigrés sans papier, quoi. Du coup, ils m'ont appris que j'avais une fiche S. Et en fait, j'ai été libérée ce matin parce que la manifestation, c'était hier soir. Je suis d'origine britannique. Selon l'ordre de quitter le territoire français, j'ai 7 jours à partir de mon propre gré, de mon propre moyen. Nous sommes à l'hôpital Saint-Maurice, à côté du bois de Vincennes, un hôpital psychiatrique
où j'ai été placé depuis le 30 décembre par la justice, donc au nom du peuple français, suite à un petit délit, entre guillemets, que j'ai commis 2 jours avant. C'était donc le 29 décembre, place de la République. Donc j'ai escaladé cette statue en passant par le lion, là. Et j'ai fait mon petit feu de joie, qui a très bien pris, avec la cagette, et qui a dû flamber pendant 3 minutes à peine, puisqu'il y avait juste une petite cagette, quelques morceaux de papier et 3 branches de sapin de Noël que j'avais trouvées sur les trottoirs en traînant autour de la place de la République. Le juge a choisi de me placer en HP, donc en hôpital psychiatrique, et a signé donc une condamnation à un internement psychiatrique. Quand on est privé de liberté, même dans un HP, et a fortiori dans une prison, c'est une violence extrême. Parce que la privation de liberté, c'est une torture permanente. En réalité, ils le savent très bien que cet acte est politique, parce que ça fait quand même 40 ans que je suis un militant anarcho-écologiste, et l'État le sait très bien, la justice le sait très bien. C'est eux qui essayent justement de dépolitiser toutes nos actions, et de faire croire à l'opinion publique que les opposants au capitalisme, les opposants à l'État, sont des individus dérangés, sont des individus sur lesquels on ne peut pas compter, sont des individus malades, en fin de compte. Le terrorisme n'est pas défini aujourd'hui. Il ne l'a jamais été, il ne le sera pas. Le terrorisme aujourd'hui, si on prend le code pénal, il n'est défini que par ses objectifs, qui sont l'intimidation et la terreur. Mais le terrorisme en tant que tel n'est pas du tout défini. On va l'appréhender sous une pléthore d'incriminations. Par exemple, ça va être association de malfaiteurs, qui est un délit de droit commun, et on va rajouter en lien avec une entreprise terroriste. Il n'y a plus de mobile politique. On considère aussi, il n'y a jamais eu, vous savez, de statut de prisonnier politique en France. Il y a toujours eu des mobilisations pour l'obtenir, ça n'a jamais marché. Mais si vous étiez considéré comme un politique, vous pouviez avoir par exemple un régime spécial en prison, qui vous permettrait d'être entre vous, de lire des journaux politiques, etc. Tout ça, c'est fini. Depuis 1981, on considère qu'il n'y a, en gros, que des criminels, des délinquants ou des terroristes. Les politiques ont disparu de l'appareil répressif. En tout cas, ils n'existent plus, ne sont plus considérés comme existants. Et donc, toute violence va être considérée comme une violence criminelle ou délinquante. Elle ne sera plus une violence politique. Bas d'interdit, il faut traiter tout le monde en droit commun. Tout le monde de la même manière, quel que soit le crime. Gisèle Halimi, par exemple, va dire on doit traiter le terroriste comme un bandit. Si bien que c'est à partir de là qu'on considère qu'il n'y a qu'une catégorie de justiciables qui se divise en deux, les délinquants et les criminels. Voilà. Et donc, il y a une dépolitisation à partir de là. C'est à partir de la suppression de la Cour de sûreté de l'État, qui est une bonne chose, hein, ça va dans le mouvement pour les libertés publiques, l'abolition de la peine de mort, mais ça a des effets de dépolitisation de l'activisme. Alors comme ça, vous êtes des écolos. Vous manifestez pour défendre la planète. Ben, les vrais écolos, c'est nous. C'est nous les vrais écolos. Moi, je suis un vrai écolo. Moi, je défends la planète. Comment? Ben, en arrêtant d'acheter du pétrole aux Arabes, tiens. Alors vous dites que vous êtes des écolos, mais vous serez les premiers à nous faire chier quand les Arabes ils vont crever de faim parce qu'on arrêtera de leur acheter du pétrole. Alors que nous, on n'en a rien à foutre que les Arabes ils crèvent de faim. Tu comprends? C'est pour ça que c'est nous les vrais écolos. La substance de l'état d'urgence, c'est de faire peur, d'essayer d'empêcher les gens de revendiquer, d'empêcher les gens de manifester. Je pense que l'état d'urgence permet justement à la, entre guillemets, la créativité policière de s'exprimer. Dans les années 90, il y a eu la création de la politique de la ville. Les gens aujourd'hui, ils croient que la politique de la ville, elle a été créée pour nous. Non, elle a été créée pour étouffer toute parole autonome et collective qui sortait de ces quartiers-là. En 2005, il y a eu, c'était une action politique. C'était des émeutes politiques, c'était une révolte. C'est des gens qu'on avait marre, c'est des jeunes qu'on avait marre des violences policières. Ziad Ebouna, ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Avant Ziad Ebouna, il y a eu beaucoup de morts déjà. Il y a eu des émeutes. Et les émeutes, c'est politique. À partir du moment où tu mets la cagoule, à partir du moment où tu descends dans la rue pour t'affronter avec la police, c'est parce qu'il y a des injustices en amont. Ça, c'est politique. Il s'agit bien plutôt d'un contrôle qui est
opérer sur ces populations, une manière de leur rappeler leur place dans la société. Autrement dit, on se déplace d'une action qui vise à défendre l'ordre public à une action qui, de fait, défend un certain ordre social. Quand la police a tué un jeune dans un quartier, il faut savoir que derrière, il y a tout un appareillage qui se met en place. Il y a déjà la stratégie de la criminalisation. L'art est la manière de criminaliser tout un quartier. L'art est la manière de demander de l'argent. Il faut savoir que plus il y a de violence, plus la mairie reçoit des subventions de l'État. C'est aussi une histoire financière. Et la violence pratiquée par la police dans nos quartiers populaires, c'est une volonté politique. Moi, je vis l'état d'urgence depuis l'âge de 13 ans. Depuis que j'ai compris quel était le rôle de la police, quel était le rôle des gens qui nous gouvernent à l'intérieur de nos quartiers. Il y a des gens qui ont été très choqués au moment de la COP en 2015 qu'on utilise un arsenal qui était en principe destiné à la lutte contre le terrorisme, contre par exemple des militants écologistes. Ça commence à remonter un certain nombre d'années déjà, cette évolution de la notion de terrorisme, notamment au milieu des années 80, où on a introduit une dimension subjective. C'est-à-dire pour sortir de la définition banale, terre à terre, c'est-à-dire le terroriste, c'est quelqu'un qui pose une bombe quelque part et qui tue n'importe qui, en gros. Et puis il y a eu un pic, comme on dit, un pic de pollution après les attentats de New York en 2001, où l'Union européenne a sorti de ses tiroirs un projet qui s'y trouvait déjà, qui est une révision, alors là, beaucoup plus fondamentale de la définition du terrorisme, et qui en gros permet d'appliquer l'étiquette terroriste à toute espèce d'acte de contestation qui est destiné, cet acte de contestation, à contester un gouvernement ou une organisation internationale ou à faire pression sur un État. Donc il s'agit d'une décision cadre adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 13 juin 2002, qui prévoit que chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soient considérés comme infractions terroristes les actes intentionnels tels qu'ils sont définis par le droit national. Ces actes, donc, qui par leur nature ou leur contenu peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale, on peut penser à l'OTAN par exemple, lorsque l'auteur les commet dans le but de gravement intimider une population, ça on pense plutôt aux terroristes au sens classique, contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales, politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou une organisation internationale. Donc si on lit bien, le fait d'être anticapitaliste, c'est devenu par nature du terrorisme. Le message est général, il s'adresse à la population en général et à toute espèce de contestation, y compris relativement bien intégrée au système, comme des contestations syndicales, puisque ça donne les moyens à l'État soit de tolérer ce qui ne le gêne pas, et du jour au lendemain de se remettre dans un système dit d'exception, mais qui deviendra une espèce de nouvelle norme, et de réprimer ce qui l'inquiète ou ce qui le gêne à un moment donné. Quel lien entre cette lutte antiterroriste et l'encadrement, voire dans certains cas la répression des mouvements sociaux au sens large? On l'a vu très fortement avec la coalition Climat 21, puisque nous organisions un ensemble de mobilisations durant cette COP, que nous avons imaginé évidemment reformuler suite aux attaques du 13 novembre, mais qu'on nous a expliqué qu'il allait falloir tout bonnement qu'on annule, et que désormais, vivant en état d'urgence, nous ne pourrions plus nous mobiliser massivement dans l'espace public, ce qui revenait finalement à nous dire que nos voix, qui sont des voix critiques, qui sont des voix multiples, ne pourraient pas être entendues dans cet espace public durant le sommet de la COP 21, et que finalement l'arsenal des forces de police serait réservé à la protection des chefs d'État, des personnes accréditées dans l'enceinte officielle de la COP 21.
Ce qui pose une question fondamentale qui est celle de dire, dans l'enceinte de la COP21, on décide de l'avenir de l'humanité, de notre avenir à tous, mais finalement on ne réserve qu'à certaines personnes très spécifiques le loisir de se faire entendre sur ce sujet et de prendre ces décisions, et que l'espace pour le débat, l'espace pour le débat contradictoire est quant à lui diminué, voire carrément annulé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la COP21, c'est un sommet international. Et depuis quelques années, notamment sous l'impulsion de l'Union européenne, les G20, les G7, etc. sont l'objet d'une répression très précise, très particulière, et l'objet d'un investissement sécuritaire très important. Pourquoi? Parce que se met en jeu à ce moment-là la légitimité de l'État, la légitimité du pouvoir. Il faut montrer qu'on est à la hauteur, qu'on sait recevoir ses hôtes, qu'on sait maîtriser le pays, qu'il n'y a aucun trouble. Et donc, on sait aujourd'hui qu'il y a une très forte répression, et même une répression préventive, lorsqu'il y a ce type de sommet international. Donc ça s'inscrit à la fois dans cette histoire de la radicalité, de la répression des militants, mais à la fois dans cette gestion extrêmement sécuritaire des sommets internationaux, où on sait d'ailleurs que dans certains sommets internationaux aujourd'hui, on va appliquer à des militants des législations antiterroristes. On va les surveiller, on va les ficher, on va les empêcher de manifester, on va leur interdire l'entrée dans le territoire, etc. Donc ça devient vraiment des lieux de pouvoir ou des moments de pouvoir très importants. Et je sais que les gouvernements, les États hésitent toujours soit à montrer ce type d'événement, c'est-à-dire à l'installer dans des villes comme à Paris, etc., soit à les reculer, c'est-à-dire à les mettre à l'ombre pour pas qu'ils soient visibles, pour pas qu'il y ait des manifestations justement. Mais en réalité, ils ont besoin de visibiliser leur action, que ça soit visible, et donc ils essaient de les mettre en cœur de ville, mais de réprimer autour. Du fait que le Congrès aux États-Unis est dominé par des républicains généralement climato-sceptiques et que les États-Unis n'ont jamais signé un texte international dans lequel il y a une contrainte pour eux. Et donc tout ce qui pouvait être signe de contrainte jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière heure où ils ont fait modifier un verbe qui était dans le texte, qui était « devra », ils l'ont fait changer en mettant « devrait », qui n'est pas contraignant, alors que « devra » est contraignant. C'est toute la sémantique entre « shall » et « should » en anglais. Donc là, c'est clairement, les États-Unis se sont beaucoup bagarrés sur cette histoire de contrainte juridique. Bon, et ensuite, bien entendu, il y avait les financements. Les financements, là aussi, contraignants ou pas contraignants, quel type de financement, à partir de quand, est-ce que ces financements devaient augmenter progressivement, qui doit fournir ces financements, qui doit gérer ces financements. Tout ça, ce sont des enjeux politiques très forts qui sont ressortis les 3 ou 4 derniers jours de la négociation. Chez nous, c'est l'agriculture naturelle. Mais une autre grande complicité qui vient chez nous, les produits chimiques, les intrants. On a une seule zone de chez nous. C'est une zone où ils ont dit, vous allez faire du monoculture. Vous allez faire du monoculture. Les gens qui ont commencé à faire ces monocultures, ils ont travaillé, on a constaté sur ces terres, pendant 20 ans, aujourd'hui, ces terres ne sont plus praticables. C'est les seules terres qui n'ont pas de ressources, mais c'est ces terres qui ne sont plus praticables. Donc, tous les intrants qu'ils utilisent sur nos terres, ils tuent complètement nos sols. Et de l'autre côté, c'est l'extraction minière. Et dans cette zone qui font l'extraction minière, tu vois que le peuple est malade. Ils n'ont même pas de route, ils n'ont même pas d'eau à boire, et ils sont considérés comme des ennemis. Et ils sont là, ils sont toujours armés. Bon, en ce sens, si on prend uniquement les États, c'est un accord universel. Cependant, pour nous, il n'est pas complètement universel parce que nous pensons qu'il ne fournit pas à lui tout seul, loin de là, les moyens de permettre à certains peuples qui aujourd'hui sont menacés vraiment par les conséquences du changement climatique de véritablement pouvoir se défendre et pouvoir se protéger. Donc, il affiche des objectifs très ambitieux, rester en dessous, très en dessous des 2 degrés, sans se donner les moyens. Ce texte est assez vide du point de vue des moyens contraignants que devraient prendre les États pour justement satisfaire cet intérêt général. Les gaz sont produits 24 heures sur 24,
Les machines sont allumées pendant des mois, des années. Rien que creuser la terre, faire enlever du minerai, l'apporter pour aller les traiter et des traitements avec des cyanures. C'est de ça qu'il faut parler. Et tout ça, c'est qui? Tout ça, c'est ordonné par qui? C'est les mêmes qui sont en train de négocier ici. C'est les mêmes qui sont là en train de négocier. Nous sommes là. Nous qui avons d'autres alternatives pour changer tout ça, on est là, on n'a pas accès. C'est eux qui vont voir est-ce qu'il faut laisser la machine allumée 24 heures sur 24 ou est-ce qu'il faut l'éteindre 1 minute dans l'année. Ils sont en train de négocier entre eux. C'est ça le vrai du problème. So that they in the United States can continue killing our people! Our babies are dying! They can't even breathe the air! We need to fight back! We are the front lines! We are the red lines! And we will protect our bloodlines! Yeah! At all! We are the solution! Yes, we are the solution. I'm a grandmother, a great-grandmother, Ponca of the Oklahoma. I'm a Ponca woman. Quand on fait partie d'un collectif, on se sent fort, on se sent inatteignable, intouchable. On est ensemble et c'est ça qui fait notre force. On n'imagine pas en fait qu'on peut devenir une cible potentielle, particulière de la police ou du pouvoir, quoi. Le problème, c'est que les conséquences, elles peuvent être assez lourdes. Le clivage entre les pacifistes et les violents dans la lutte, il peut nourrir cette illusion que quand on est pacifiste, on n'aura jamais la violence en retour. On se dit qu'on ne va pas se défendre face à des policiers armés, etc. Le but de cette répression qui touche largement et des personnes qui peut-être venaient là pour la première fois, qui se mobilisaient pour la première fois sur une manifestation revendicative par rapport à l'écologie, par rapport à l'environnement, etc. Après avoir vécu quelque chose d'aussi fort, c'est vrai que la réaction, c'est de se dire j'y retournerai pas, quoi. C'est de brimer, quoi. Cette répression, elle est là pour brimer et pour casser un mouvement, quoi. Casser quelque chose qui pourrait naître chez les personnes, quoi. Casser cette envie de révolte, cette envie de se battre. On peut s'imaginer aussi que les effets négatifs d'un événement choquant vont s'estomper avec le temps. C'est naturel, on y pense sur le moment et puis bon, peut-être qu'avec le temps, ça ira mieux. Sauf que ça peut être très long et ça peut engranger beaucoup de souffrance. En fait, on ne le sait pas au départ. On ne peut pas le savoir au départ si l'événement, il va être traumatisant ou pas. Ça peut être simplement d'en parler tout le temps, ou d'avoir ça en tête, de faire des cauchemars, de se sentir angoissé quand on voit des flics, quand on se retrouve dans une foule, le moindre pétard qui explose. Si on veut dépasser le statut de victime, il faut pouvoir traiter nos angoisses, traiter ce traumatisme. Ce n'est pas l'effacer, c'est le traiter. De participer, en fait, participer à la lutte, ça peut se faire de tas de façons différentes. Et pouvoir proposer un lieu où les personnes pourront se ressourcer, être entendues, être dans un cadre bienveillant, eh ben, c'est une forme de solidarité avec les luttes qui est vachement important. Les luttes sont les mêmes. Un jeune lycéen qui se fait tabasser par un policier, il faut savoir que c'est la même chose.
il faut qu'aujourd'hui, on se dise, c'est la même chose qu'un jeune de quartier qui se fait tabasser. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Les jeunes aujourd'hui, lycéens qui se font tabasser, qui se font mutiler pour certains, qui vont garder des traces à vie, nous, on connaît ça déjà. Nous, ça fait 30 ans qu'on le vit. Nous, on a été marqués. On a été marqués au fer rouge. De la même manière qu'aujourd'hui, les lycéens, ils sont marqués au fer rouge. Ils n'oublieront jamais les violences qu'ils ont subies de la police. On est dans le symbolique, ce qui a des limites très fortes, mais en même temps, l'État est très attaché au symbole aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont tendance à surdimensionner la réponse, et y compris la violence de la réponse. Et là, les attentats sont venus leur faciliter les choses, parce que ils veulent donner une image de maîtrise du monde qui est fausse, et à propos du climat, et à propos du maintien de l'ordre. Mais là, on est, je le répète, dans le symbole. Ils voulaient donner l'impression qu'ils contrôlaient les choses, et que, à partir du moment où ils interdisaient une manifestation, ils avaient les moyens au moins de, disons, de la circonscrire, en l'occurrence, sur une place de Paris, et de ne pas laisser une manifestation qui aurait été nombreuse se balader dans Paris et peut-être atteindre des objectifs politico-militaires. Donc ils ont été obligés de tolérer parce que c'était difficile d'interdire complètement. Ils peuvent, hein, ils savent faire. Dans le jeu de la démocratie, ils sont obligés de prendre certaines précautions, au moins. Bon, puis alors il y a eu un jeu qui a été respecté de la majorité de manifestants gentillets, et puis une minorité qui cherche l'affrontement avec la police. Donc finalement, je trouve qu'ils se sont pas mal débrouillés, comme leur sommet, en plus, n'a pas été un absolu fiasco, au sens où ils ont fait semblant de se mettre d'accord sur quelque chose. Je trouve que le bilan de leur côté est plutôt, hélas, plutôt positif. C'est-à-dire ces 317 gardes à vue, c'est énorme, notamment quand on regarde en réalité les motifs. Donc on sait qu'il y a sur les 317 personnes qui ont été gardées à vue, je crois qu'il n'y en a que 10 qui ont été gardées à vue pour des faits de violence, et tout le reste, c'était pour participation à une manifestation interdite. Et ça, c'est une forme de répression qui a en fait pour objectif de dissuader les militants et de leur faire peur. C'est-à-dire, c'est une manière de leur dire, vous pouvez être jugé, vous pouvez risquer des poursuites judiciaires, et donc il faut cesser de militer et de manifester. Mais la garde à vue, elle a toujours existé en France. Seulement, elle a vraiment une histoire extrêmement particulière. C'est un dispositif policier très particulier parce que, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à Vichy, la garde à vue était pratiquée par la gendarmerie et la police sans aucun fondement légal. Il n'y avait pas de loi ou de code qui encadrait la garde à vue, et donc elle était là pour obtenir l'aveu. C'est-à-dire que torture et garde à vue, aveu, a toujours été liés. Et c'est pas un hasard si la garde à vue a été légalisée pour la première fois sous Vichy. Donc c'est une institutionnalisation de la garde à vue par le régime vichiste. Et ensuite on l'a gardée. Ce qui est amusant, c'est que nous avions le même profil. On a tous demandé un médecin, un avocat. On n'a rien déclaré, rien signé. Comme si ces connaissances basiques de droit nous offraient des conditions de détention, disons, dignes. Je m'en sors avec une ITT de 5 jours pour violence policière et une décision du procureur en attente pendant 3 ans. Maintenant, au moins, je connais un peu. Je sais de quoi je parle. Pardon, je crois que je vais avoir du mal. Je suis désolée. J'aurais dû plus respirer parce que là... J'ai vu des choses qui ne s'effaceront pas. J'ai été témoin de ce pourquoi certains peuvent dire « nique la police ». J'ai compris. J'ai vu ces fous qui ne savent pas. J'ai vu ces collègues des fous qui ne savent pas, qui se taisent,
J'ai vu ces gens peut-être corrects au départ qui sont probablement devenus fous du métier, le regard fou. C'est triste pour eux, c'est triste pour nous. Si vous faisiez notre métier, vous comprendriez, vous ne le faites pas, alors vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas vous permettre de parler. Vous croyez? Moi, je ne crois pas. La garde à vue, je pense que soit elle te brise, soit elle te radicalise. Moi-même, j'en sors plus radicale, mais au sens noble du terme, hein, sur mes convictions anticapitalistes ou écologistes. D'un jeune engagé dans la lutte pour le futur, me voilà en une nuit transformé en un jeune militant. D'un partisan du vote utile, me voilà transformé en partisan du vote blanc et de l'abstention. En frappant aveuglément dans la masse d'une jeunesse venue exprimer son inquiétude, tout ce que le gouvernement aura gagné, c'est d'antagoniser cette jeunesse contre lui. C'est long, très long. À ne rien faire, à être menotté. Reconnu coupable de ne pas m'être dispersé après des sommations que je n'ai pas entendues, que des centaines de personnes n'ont pas entendues, que presque personne n'a entendu. Reconnu coupable pour les 2 chefs d'inculpation et condamné à verser 1 000 € d'amende. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. La garde à vue n'a aucun autre but que l'humiliation. C'est un espace-temps qui vise à retirer toute dignité aux personnes arrêtées. Il y aura toujours des individus qui répliqueront à cela, comme l'ont fait beaucoup des policiers, que la garde à vue n'est pas faite pour être un moment sympathique, qu'on est là pour nous apprendre la vie. Nous sommes écœurés par l'opportunisme de ce gouvernement qui instrumentalise la mort des victimes du 13 novembre pour nous faire taire. L'Assemblée plénière exulte. L'instant est historique. Pour la première fois, 195 pays viennent de valider à l'unanimité un accord contre le réchauffement climatique. Sifflez les sacs. Le sac, s'il vous plaît. Allez-y. Les sacs. Pensez à faire sortir les objets des sacs. C'est négatif. Vous pouvez ouvrir la veste, le gilet, s'il vous plaît, madame. Je sais pas, il y a vraiment plein de choses, je me rappelle plus. Il faut juste que je regarde. Mesdames, à droite, s'il vous plaît. Des gants, un appareil photo. Ouais, moi, ce qui m'a cassé d'habitude. Non plus, je l'ai pas. T'as pas ta carte? Si, je l'ai. Dieu merci.